listen. Oh, we're riding high, wild and free, dancing in the shadows, you and me. Feel the heat rise like a fever pitch. One of these days I'll flick the switch. Got that rhythm when the sparks will glow. Time moves fast and we need to go slow down and sink again. Listen. Bonjour et bienvenue à tous et à toutes sur cette table ronde qui s'intitule « De l'économie linéaire à la supply chain circulaire ». Mon nom est Karine Weber, je suis la fondatrice d'un bureau d'études qui s'appelle Feuille de route conseil et qui est spécialisé en logistique du dernier kilomètre et en innovation durable. Pendant des décennies, la supply chain a été pensée pour être linéaire. Extraire, produire, stocker, transporter et à un moment consommer, voire jeter. Malheureusement, ce modèle, fondé sur la massification et sur la réduction des coûts, montre aujourd'hui ses limites. Avec une raréfaction des ressources, avec une certaine fluctuation des prix de l'énergie, aujourd'hui, la multiplication des tensions géopolitiques remet ces chaînes logistiques et les fragilise. À cela s'ajoute bien sûr de plus en plus de contraintes réglementaires et de plus en plus d'attentes nouvelles de la part de nos consommateurs. Ça nécessite une refonte complète de notre manière de réfléchir nos chaînes logistiques et notre manière de créer de la valeur. Dans ce contexte, l'économie circulaire n'est pas seulement une tendance en plus, mais ça nous permet de changer de système. Avec des produits qui sont collectés, des produits qui sont triés, des produits qui sont réparés, reconditionnés, réemployés, démontés, recyclés et réinjectés finalement dans des chaînes logistiques à forte valeur ajoutée. Autrement dit, derrière cette transformation, on a une réalité beaucoup plus large avec une autre manière de penser nos performances, une autre manière de mesurer la valeur et surtout une autre façon d'articuler compétitivité, résilience et impact environnemental. Donc aujourd'hui, on va vous parler de cette économie circulaire avec nos spécialistes que je vais vous présenter dans un petit instant pour vous montrer que l'économie circulaire n'est pas qu'un concept mais une réalité opérationnelle. Avec une question de fond. Comment faire évoluer cette supply chain, historiquement pensée pour des flux linéaires, vers une logistique circulaire qui, elle, sera plus mouvante, plus incertaine, mais aussi plus résiliente, plus locale et aussi créatrice de valeur. Et pour répondre à cette question de fond, j'ai trois spécialistes autour de cette table. Sidonie Boissé, bonjour. Vous êtes ingénieur spécialisé en supply chain circulaire et copilote de l'étude ADEME et France Supply Chain, dont elle va nous parler tout à l'heure. Christina Boulin, bonjour. Vous êtes consultante supply chain senior chez Wavestone, cabinet de conseil. Et Lionel Bénézek, bonjour. Vous êtes directeur supply chain chez Orange, un célèbre opérateur de téléphonie, mais pas que. Vous êtes aussi le membre du comité exécutif de France Supply Chain. Nous avons 40 minutes, donc on va profiter de ce temps pour échanger avec nos intervenants. Et ensuite, on aura un temps de réponse en fin de session. Commençons tout de suite par la première question que je pose à tous les trois au final. Ça sera une histoire d'introduction. En une phrase, quand vous entendez supply chain circulaire, qu'est-ce que ça recouvre concrètement pour vous? Qui veut commencer? Christina, vous voulez commencer? Bonjour à tous, avec grand plaisir de participer aujourd'hui avec vous. Je dirais que l'économie circulaire, c'est transformer nos déchets en ressources et concevoir un système où rien ne se perd. Donc, en une phrase. Je vais prendre la suite, bonjour. La supply chain circulaire, c'est plus que juste la logistique, c'est plus que le recyclage surtout. C'est articulé autour des trois dimensions de l'économie circulaire que sont l'intensité de l'usage, l'augmentation de la durée de vie des produits et l'optimisation de la récupération de la matière. Et c'est surtout, je dirais, créer de la valeur là où aujourd'hui on la détruit en repositionnant notre stock de manière à optimiser son utilisation. Bonjour à toutes et à tous.
Moi, j'ajouterai un point qui me paraît extrêmement important, c'est que pour faire face aux défis de ressources, de décarbonation que peut nous amener, en tout cas, amener à soutenir l'économie circulaire, derrière la supply chain circulaire, ça va aussi redonner des lettres de noblesse à la supply chain, qui historiquement a toujours eu une tendance à consommer beaucoup de carbone, et qui là peut se mettre au service d'un défi particulièrement intéressant avec la réduction du carbone et l'utilisation de la matière qu'on va réussir à rendre possible avec notre supply chain. Merci pour cette petite introduction de définition. On voit que vous avez des visions assez complémentaires. Essayons de comprendre un peu ce changement de paradigme qu'engendre le passage d'une supply chain linéaire à une supply chain circulaire. Peut-être Sidonie, première question sur ce sujet-là. À votre avis, pourquoi ce sujet de la supply chain circulaire devient-il aussi incontournable pour les entreprises aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, on est face à une société d'accumulation, je dirais. On le voit notamment sur le secteur automobile. Malgré une perte de marché d'environ moins 25% par rapport à 2019, on est sur un parc qui continue de croître, plus de 2 millions de nouveaux véhicules de stock en 2025, ce qui montre que le stock croît malgré une décroissance des ventes du neuf. Également, selon les statistiques, 8 voitures sur 10 vendues en 2025 rouleront encore en 2040 et près de 3 voitures rouleront encore en 2050. Donc finalement, quand on parle d'électrification, on se projette à au-delà de 2050, mais la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on fait du stock qu'on a aujourd'hui ? Parallèlement, on voit que la demande de cuivre, une matière première critique dans notre économie, croît exponentiellement. Selon la SGPE, on fera face à une pénurie de cuivre en 2030. Et c'est selon l'OFREMI qu'on atteint en 2035 un déficit entre la demande et l'approvisionnement, tout approvisionnement confondu, hein, on intègre le recyclage, de 5 millions de tonnes. Donc nous sommes confrontés à des vrais enjeux et qui nous imposent de revoir notre manière d'intégrer le cuivre dans nos supply chains et de repenser nos modèles. Si je prends l'exemple d'Orange, par exemple, avec le démantèlement possible de son réseau de cuivre, on atteint une ressource d'1 million de tonnes de cuivre. Si ce cuivre était mis en économie de la fonctionnalité, cela nous permettrait par exemple de garder la propriété de ce cuivre et de générer sa circularité sur le territoire tout en maintenant une croissance économique. La supply chain circulaire, finalement, c'est aussi un enjeu d'empreinte matière dans sa globalité. L'objectif est de la réduire et pour cela, c'est indispensable d'intégrer des boucles de circularité dans nos modèles. Notamment, le rapport du World Economic Forum vient appuyer ces propos. Il insiste sur le fait qu'aujourd'hui, la circularité, ce sera dans la prochaine décennie, donc 2030, très bientôt, la condition, le facteur clé de réussite pour les entreprises. Et ce sera ce que le numérique était dans les années 2000 pour la transformation de nos supply chains. Merci. En effet, on a mis le graphique justement sur le cuivre dont vous parlez, donc on va le laisser un petit moment. Merci beaucoup pour ces précisions. Alors, si le World Economy Forum nous dit que l'air sera circulaire, du coup, cette nouvelle supply chain sera circulaire d'ici 2030. Christina, une petite question. Qu'est-ce qui change le plus quand on passe d'une supply chain linéaire à une supply chain circulaire ? Est-ce que ce sont les flux, les outils, les infrastructures ou tout simplement la manière de piloter ? Oui, il y a un grand changement quand même qui est motivé avec la réglementation actuelle en France. Et pendant le projet qu'on fait avec Wavestone, je remarque les 3 grands piliers où la transformation doit se dérouler. Le premier pilier, c'est certainement le changement de process et des outils. Parce que pour soutenir la traçabilité et les différentes réglementations imposées par l'État, les entreprises doivent parfois changer la façon qu'elles travaillent au niveau des outils, du coup tous les logiciels, tous les softwares. Après, le deuxième pilier, c'est data. Donc aujourd'hui, on est obligé de suivre la data à plus près.
notamment quand je pense à l'industrie de luxe et des réglementations qui sont liées aux certaines matières qui sont interdites aujourd'hui en France. Donc on doit être capable de suivre nos SKU de façon plus précise, qui n'est pas le cas souvent aujourd'hui en lien avec les matières premières. Et je dirais que le troisième point, c'est la possibilité des entreprises de trouver la motivation et la productivité d'un réusage de produits qui avant ont été détruits et recyclés. Donc 3 piliers essentiels, réglementation, traçabilité data et motivation des entreprises. Lionel, dites-nous un peu plus sur Orange. Vous, en tant que directeur supply chain, qu'est-ce qui fait basculer le sujet de l'intention d'aller vers une circularité, vers une feuille de route opérationnelle? Il y a une réponse simple à ça, en général, l'argent. Donc, le fait de rendre sa supply circulaire, objectivement, complique la vie d'un patron de supply chain. Par contre, il est clair qu'on est drivé d'abord, et c'est la bonne nouvelle pour l'économie circulaire, c'est que souvent, en tout cas, dans l'activité que j'occupe, on est sur les éléments qui amènent déjà des économies financières. Et donc, c'est la meilleure façon de décarboner un modèle, c'est quand en plus, on a de l'économie financière. Si je reprends l'exemple que soulignait Sidonie sur le cuivre, donc effectivement, en France, Orange a commencé à démonter le cuivre, remplacé par la fibre. Et donc, démonter le cuivre, ce qui est beaucoup plus simple, c'est on récupère les câbles, on les coupe en petits morceaux, on les envoie vers des recycleurs. Alors, on a un petit problème de traçabilité, voire d'évaporation pour le cuivre. Mais on a pris les décisions de faire qu'une partie des câbles qu'on démonte, on les démonte de façon soignée pour être capable de les réutiliser. Car même si on arrête le cuivre aujourd'hui, on a encore des situations où on doit déployer à quelques endroits du câble cuivre. La raison la plus classique, c'est quand on nous le vole. D'autres raisons, c'est quand on a des travaux sur la voirie ou autre sorte de choses. Et donc, on a mis en place un système qui permet, dans un certain nombre de cas, de retirer le câble de façon plus soignée pour être capable de le reposer. Il va sans dire, quand je vous dis ça, c'est que ça complique la vie des opérationnels. Ça complique une chaîne logistique qui doit gérer, récupérer, réintroduire ces câbles après les avoir testés dans la chaîne logistique. Mais l'économie, à tout point de vue, qu'elle soit carbone, qu'elle soit financière et cuivre, elle est non discutable. Ça complète bien cette vision justement autour du cuivre. Merci beaucoup. Cette circularité, vous l'avez dit un peu, ça bouscule les organisations. Christina, dans vos missions chez Wastone, qu'est-ce que les entreprises, à votre avis, sous-estiment le plus lorsqu'elles veulent développer justement une supply chain circulaire? Les entreprises, on va dans le projet et anticipent beaucoup. Et avec anticipation, ils sont capables de prioriser les différents projets pour soutenir les changements à venir. Et ensuite, ce qu'ils sous-estiment, effectivement, sont les coûts de transformation des logiciels et tout ce qui est transformation digitale de supply chain, qui nécessite de changement d'abord des process, des outils et de suivre les data comme je mentionnais. Donc je dirais que dans nos projets, d'abord on commence avec des visualisations des nouveaux process et ensuite on estime quels sont les outils qui accompagnent le mieux ce changement pour tracer par rapport aux nouvelles réglementations. Donc on entend que le sujet des logiciels reste un sujet crucial, sûrement sous-estimé. Et vous, Sidonie, qu'est-ce que les entreprises sous-estiment justement le plus? Je dirais qu'elles sous-estiment la valeur potentielle de l'économie circulaire. L'économie circulaire, c'est une économie donc de boucles. Chaque boucle est une opportunité, c'est plus qu'un changement organisationnel. C'est un changement de modèle économique et je dirais même un enrichissement du modèle économique puisqu'on ne transforme pas entièrement son modèle, on vient le compléter, ajouter des briques de circularité et donc de création de valeur. Et aujourd'hui, finalement, ce qui freine beaucoup les entreprises, c'est donc la crainte de trouver ou pas justement le modèle économique et d'atteindre son marché.
Et donc on a besoin de ça, on a besoin d'un cadre politique et fiscal qui permette de soutenir les modèles circulaires, de projeter la circularité dans nos activités et dans le cœur des entreprises, mais également d'indicateurs communs qui nous permettent d'évaluer la circularité et de piloter sa performance. Donc c'est notamment dans ce contexte que je travaille avec l'ADEME et France Supply Chain à définir un socle commun d'indicateurs, et grâce à des experts industriels, on cherche à le rendre opérationnel au travers de notre étude qui est faite également en collaboration avec des chercheurs du CRETLOG ainsi que des étudiants du master dont je suis issue, économie circulaire et organisation durable. Et donc on cherche à travailler sur cette complexité de mesures et de quantification des impacts, que ce soit économiques mais aussi environnementaux de la supply chain et des potentiels de la supply chain circulaire. Et donc c'est comment aller utiliser notre stock qui aujourd'hui est sous-estimé pour aller alléger la complexité des opérations. Donc la question aujourd'hui, c'est plus de savoir si c'est le bon modèle, mais de savoir quel outil va nous amener à intégrer la supply chain circulaire dans notre activité. Donc là aussi, on parle d'outils, de mesures, de chiffres, de traçabilité. Cher Lionel, dites-nous un peu comment se passe cette supply chain circulaire chez Orange. Alors, comme nos activités sont très variées, je vais faire un zoom sur un élément un peu particulier qui est le travail qu'on fait sur les box. Il y a plusieurs clés sur la lecture de ce qu'on est amené à faire. D'abord, c'est quelque chose qu'on fait depuis longtemps, depuis une vingtaine d'années. On a commencé sur les Minitel. Donc désolé pour ceux trop jeunes dans la pièce qui ignorent ce dont je parle. Mais en tout cas, ça fait une vingtaine d'années qu'on récupère du matériel qui est chez les clients et qu'on cherche derrière à faire prolonger leur vie ou dans tous les cas à les réutiliser d'une manière ou d'une autre. Donc aujourd'hui, sur les box, pour donner un ordre d'idée, on récupère à peu près 8 millions de matériel tous les ans. Donc box, décodeurs et autres sortes de choses. Et on en réinjecte 4 millions derrière qui repartent dans le circuit d'utilisation pour nos clients. Et pour ça, ça se fait à travers, et c'est pour ça que je citais l'idée des Minitel, c'est avec un modèle qui a évolué et qui s'est amélioré progressivement durant les 20 années. Et quel type de modèle ? Eh bien, c'est un modèle dit Hub 4R. Donc, on concentre sur un seul site dans la riante ville de Montauban. Je sais qu'il y a une promotion pour l'Occitanie sur un des stands, donc, où on concentre dans ce 4R la récupération, la réparation, le reconditionnement et le recyclage, le cas échéant, de l'ensemble des matériels qui sont là. Et c'est cette capacité à concentrer sur un seul endroit qui nous permet d'avoir une matrice de tri particulièrement efficace et qui permet d'orienter justement en fonction de ce qu'on récupère, de la valeur de ce qu'on peut en faire, comment on peut prolonger la vie de ce matériel en le réparant, en le reconditionnant. Et si ce n'est plus nécessaire, parce qu'on a un lien direct, d'où la notion de traçabilité, de suivi, d'intégration dans les logiciels, on a en temps réel le besoin nécessaire et qui permet d'alimenter la chaîne globale qu'on amène vers nos clients. Aujourd'hui, il y a une box sur deux qui est chez un de nos clients qui a déjà vécu chez un autre client. C'est complètement transparent, mais c'est ce qu'on arrive à faire aujourd'hui sur un des éléments qui est le plus abouti dans notre modèle. Et en plus, en préparation, vous m'avez parlé d'un mode décarboné, en tout cas de massification que vous utilisez pour aller jusqu'à Montauban. Oui, alors on global, ce qu'on a, comme on veut essayer de pousser la décarbonation au maximum, effectivement, ces box prennent le train. Donc on est aussi, puisqu'on a un volume et une régularité suffisamment forte et une exigence de temps, puisque c'est un autre sujet dans l'évolution de la supply chain sur la slow logistique, on a une exigence de temps qui est modeste, on a de tels volumes sur le sujet qu'on peut se permettre de prendre le train toutes les semaines pour descendre ou remonter de Montauban à Paris ou réciproquement. Intéressant, merci. Donc on imagine bien avec l'exemple d'Orange qu'il y a quelques challenges opérationnels. Justement, Christina, quand une entreprise veut passer à cette supply chain circulaire, quel est le premier point de friction opérationnelle que vous observez ? Premier point de friction opérationnelle, c'est effectivement au moment quand l'entreprise est en phase de changement, de mettre en place tous les leviers pour la transformation digitale de ces supply chains. Après, comme je mentionnais avant, on peut intervenir soit en amont avec les métiers, soit en aval. Donc les projets sont divers, soit
liées aux productions et matières premières, soit après avec le réseau et avec le recyclage. Et donc, par exemple, dans l'industrie de luxe, on a un problème qu'on ne peut pas revendre le produit comme on peut revendre et réparer chez Darty, chez Fnac, de différents produits comme ça de grande consommation, parce que ça va dévaluer les produits. Donc, l'industrie de luxe sont en train de mettre en place les différents outils de recyclage ou voilà, comment gérer le stock qui est excessif. Et pour faire tout ça, ils sont en train de mettre en place les meilleurs outils. Aujourd'hui, par exemple, pour le forecast de vente, ils sont en train de mettre en place les IA pour mieux estimer les forecasts et baisser le stock excessif qui peut être le résultat d'un forecasting mal organisé. Et donc, voilà, il y a beaucoup de challenges et plein des outils qui se mettent en place. Donc en effet, on revient à la traçabilité, data, on parle de l'IA. Sidonie, on entend justement cette traçabilité qui devient centrale, vous en avez parlé tout à l'heure aussi, mais que faut-il réellement tracer? Est-ce que c'est le produit, son état, son usage, ses composants ou sa valeur résiduelle au final? La traçabilité, déjà, la première raison pour laquelle on a besoin, c'est qu'elle doit répondre à des objectifs. Elle doit être adaptée à l'organisme qui souhaite suivre son produit ou sa matière. Donc, tout d'abord, elle doit répondre aux objectifs qui sont d'intensifier l'usage, d'augmenter la durée de vie, mais aussi d'aller récupérer la matière et de savoir de quoi elle est faite. Et en fonction de l'entreprise et de ses activités, forcément, ces informations, elles vont varier. Si on prend l'exemple, par exemple, de l'économie circulaire, de la supply chain circulaire et de l'économie de la fonctionnalité, en tant qu'entreprise, je vais aller m'intéresser à l'état de mon produit puisque je vais chercher à allonger sa durée de vie, donc à planifier des opérations de maintenance préventive, optimiser ma logistique pour m'assurer que les journées sont orchestrées de manière à réduire mes coûts et d'optimiser la rentabilité de mon modèle. Maintenant, si je suis une entreprise de biens manufacturiers, je vais m'intéresser aux gisements circulaires pour aller m'approvisionner et aller toujours, on en a entendu parler ce matin, mais chercher la résilience de mon modèle, ne plus être dépendant à 100% de mes fournisseurs et donc aller multiplier mes sources d'approvisionnement. Donc là, la traçabilité de la matière et du stock existant va être pertinente. Donc il faut toujours se poser la question de quel est mon objectif et qu'est-ce qui va me permettre de l'atteindre en fonction de mon activité. Pour ça, on a besoin d'un outil aujourd'hui et c'est ça la grande question. C'est quel est l'outil qui va nous permettre finalement d'aller tracer et repositionner notre stock de manière intelligente. Donc là aussi, traçabilité. Justement, on imagine qu'il y a aussi des flux qui sont beaucoup plus fragmentés, moins prévisibles, en fonction des matières, on va dire, dont on a besoin et aussi qu'on a recyclées. Quels modèles d'organisation vous paraissent pour vous les plus efficaces? Est-ce que c'est centraliser les flux circulaires ou les traiter au plus près du terrain? Je vous parlais de l'enjeu de l'empreinte matière et c'est tout ça l'intérêt de la supply chain circulaire, c'est d'aller repositionner notre stock de matière sur le territoire, notre stock de produits. Et je parle bien de repositionnement, pas de retour, puisqu'on n'est pas obligé de ramener le produit chez nous. Il suffit de l'amener d'un point A à un point B, donc d'un utilisateur à un autre, ou alors jusqu'à une entreprise dont la fin de vie de mon produit représente une ressource. Et aujourd'hui, on voit que le frein principal, c'est le frein économique, mais donc l'impact de la logistique et des coûts que ça engendre pour le repositionnement de ces stocks. Si je prends l'exemple, par exemple, de la Refactory, on voit que le modèle de Renault, il est rentable dès lors que la voiture qui est réintroduite et qui va être manufacturée va se retrouver dans un rayon de moins de 200 km. Donc c'est assez petit pour une entreprise qui a un rayonnement aussi large que Renault, et c'est le cas pour toutes les entreprises. Donc la question du repositionnement des stocks, elle se fait en fonction du maillage du terrain. Et c'est là que c'est très important d'avoir un maillage très fin, adapté justement à la logistique qui est engendrée par les flux de repositionnement.
Et donc c'est là qu'on peut se poser la question de l'utilisation d'un jumeau numérique qui nous permettrait de positionner au mieux nos infrastructures sur le territoire et d'organiser et optimiser notre logistique pour aller repositionner notre stock en fonction de sa localisation et des équipes que j'ai à disposition, mais également d'aller repérer les acteurs d'un territoire et de voir comment on peut créer des synergies et aller mutualiser nos opérations. Voilà, donc pour répondre, c'est au plus proche du terrain qu'il faut gérer les flux de manière à avoir un modèle rentable. Et on a entendu le mot repositionnement et non pas retour. Je vous regarde, Lionel. Dans les faits, pour vous, en tant que directeur supply chain, vous nous avez parlé de la supply chain tout à l'heure avec les box. Finalement, il y a une collecte qui est effectuée à travers la France, on va dire, massifiée et ensuite envoyée à Montauban, dans cette belle ville. Où est-ce qu'on place le bon curseur entre industrialisation et proximité, justement par rapport à ce sujet de repositionnement dont parlait Sidonie? Je crois que dans le propos de Sidonie, je pense qu'il y avait un élément essentiel, c'est que ça dépend de l'activité. Je ne vais pas vous surprendre en vous disant qu'on promène une box sans doute plus facilement qu'une voiture. Donc le choix qu'on fait, le trade-off qu'on a fait chez Orange, c'est effectivement d'avoir un centre, un hub 4R pour l'ensemble des box au niveau métropolitain, au niveau France. C'est un choix qui aurait pu être plus large, puisqu'on a les mêmes box dans d'autres pays comme l'Espagne, comme la Pologne, comme la Roumanie et la Moldavie. On arrive pratiquement systématiquement à une concentration géographique qui est équivalente à celle de la France. Et donc là, on est effectivement sur un trade-off entre le déplacement et la capacité de récupération, et puis l'industrialisation de ce qui est fait. Je vous lisais tout à l'heure, toute la subtilité de cette belle activité, c'est d'avoir une matrice de tri quand les matériels arrivent, et une matrice de tri extrêmement dynamique. Une box qui revient aujourd'hui à Montauban, elle va être traitée d'une certaine façon, ça peut être différent demain, en fonction de l'évolution du marché, en fonction de l'évolution des besoins, en fonction de ce qu'on a en stock. Et ça, évidemment, on a un effet de taille qui est fondamental. Et cet effet de taille, il l'emporte sur la problématique d'une proximité potentielle supérieure. Et puis, j'imagine, par rapport à l'exemple que donnait Sidonie sur Renault, on a un certain nombre de réparateurs de voitures un peu partout sur le terrain. En France, on a un peu moins de réparateurs de box Orange, un peu partout répartis sur le territoire. Donc c'est en ça qu'on fait un trade-off. Je voudrais ajouter un point supplémentaire pour être aussi en contrepoint d'un certain nombre de choses qu'évoquait Sidonie, parce que je pense que la réalité dépend bien des activités. Nous, on a un travail dans la question de différenciation des approvisionnements. On a à face de ça aussi la nécessité de collaboration durable avec nos fournisseurs industriels amont, qui fait qu'aujourd'hui, nos box, on a un modèle d'éco-conception assez abouti, puisqu'on a un travail qui remonte assez loin dans la chaîne d'innovation, où les travaux qu'on est amené à faire à Montauban sont intégrés dans les réflexions en amont de nos industriels, de façon à permettre que nos nouvelles générations de box et nos futures générations de box soient de façon encore plus efficace, réparable, reconditionnable, et dans le cas où c'est recyclable, avec une récupération de matière qui soit la plus simple possible. Donc ça aussi, mais ça s'appuie du coup sur des collaborations qui sont immanquablement durables. Avec un travail sur l'éco-conception dès le départ. Ok, très bien, merci. Donc on voit l'exemple d'Orange, mais peut-être que vous, Sidonie, vous voyez d'autres pratiques ou d'autres modèles qui sont inspirants en matière de logistique circulaire, avec d'autres produits, justement. Vous avez parlé de Renault, on parle d'Orange. Est-ce que vous en avez d'autres ? Oui, sur les pratiques circulaires, on a beaucoup d'exemples aujourd'hui. Ce qu'on remarque aussi, c'est qu'il y a des filières et des produits qui s'y prêtent davantage, notamment sur l'économie de la fonctionnalité. C'est vrai qu'un produit à forte valeur ou encombrant, on pense notamment aux vélos de Decathlon ou aux équipements sportifs, vont être plus facilement mis en location et aller toucher une cible plus large. Sur la partie réparation, reconditionnement, on a beaucoup de smartphones aujourd'hui qui sont reconditionnés parce que notamment ils sont petits et à forte valeur ajoutée, donc ça réduit l'empreinte sur notre stock. Et sinon, pour en citer deux, donc, on a Renault, dont je vous parlais à l'instant, avec sa Refactory dans l'usine de Flins, où ils ne produisent aujourd'hui plus de voitures neuves. C'est d'ailleurs la business unit qui a la plus forte marge du groupe Renault. Et on a également Michelin, qui peut servir d'exemple, qui ne vend plus de pneus, qui ne vend plus la propriété du pneu, mais bien un nombre de kilomètres, et qui en fait aussi le rechapage. Et on travaille notamment avec Michelin et Renault, avec France Supply Chain,
dans la définition de nos indicateurs pour aller chercher à étudier qu'est-ce qui rend aujourd'hui leur modèle résilient et quels sont les indicateurs qui leur permettraient de piloter et d'appuyer en fait cette démarche de circularité dans leurs entreprises et la mise en place d'une supply chain circulaire pour aller démontrer non seulement les intérêts économiques mais environnementaux. Et aujourd'hui, ce besoin de socle commun d'indicateurs, on y travaille et notamment c'est une fois qu'il sera défini qu'on aura des indicateurs maîtrisés grâce aux travaux de France Supply Chain, qu'on pourra les implémenter ensuite dans un jumeau numérique et aller créer de manière numérique, simuler des boucles de circularité et quantifier leurs impacts et leurs bénéfices économiques avant de mettre en place des solutions opérationnelles et de les tester, ce qui permettra des gains de R&D conséquents. Donc on entend cette économie de boucle et les jumeaux numériques justement qui permettent aussi de se projeter et d'être un peu plus précis aussi dans nos data. Lionel, à quelles conditions une supply chain circulaire devient-elle vraiment crédible à l'échelle d'un grand groupe? Est-ce que c'est la gouvernance, la clé du succès? Les KPIs, on en a beaucoup parlé tout à l'heure, on parlait de traçabilité. Est-ce que ce sont les outils? Attendez, j'ai pas fini ma liste. Le design du produit, les partenariats, les compétences ou tout simplement l'engagement de la direction? Je vais commencer par le dernier. L'engagement de la direction, il ne va pas de soi, il se gagne, mais il se gagne parce qu'on a fait tout le reste, qu'on a rendu cette économie circulaire simple, cette économie financière efficace. Et là, on peut assumer une supply chain avec un peu plus de complexité. Il est clair que plus elle est naturelle, plus elle est intégrée dans les process. Il n'y a pas de grande surprise. Les cartons que je livre dans les boutiques pour livrer ce qu'on y vend dans les boutiques, c'est aussi ces cartons qui ramènent les box qu'on récupère de nos clients. Donc il y a des choses qui ne sont pas complètement magiques et qui sont juste concrètes et qui permettent de s'appuyer sur la supply chain historique et linéaire pour la rendre plus circulaire. Il y a ce travail d'organisation et de matrice. Je vous ai dit, nous, on s'appuie beaucoup sur des modèles Up 4R. On a une grande variété d'activités. On a une traçabilité naturelle sur un certain nombre de nos produits, les mobiles, les routeurs, les box. Tout ça, par définition, a des numéros de tout type et il y a une traçabilité qui va autour. Mais je voulais prendre un dernier exemple, alors qui est plutôt quelque chose qu'on est en train de construire. Tout ce que je vous ai dit avant est abouti, fonctionne aujourd'hui. On a des réflexions sur un sujet extrêmement technique qui s'appelle les poteaux téléphoniques. Donc vous avez connu nos poteaux en bois, il y en a de moins en moins, on a eu pas mal de poteaux métalliques. La génération maintenant, ce sont des poteaux composites. Alors c'est les petits trucs à transporter, ça fait 7 mètres ou 8 mètres de haut. Hein. Donc ça a toute la joie de la logistique et de la supply chain avec ce genre de choses. Et donc les poteaux qu'on pose aujourd'hui sont des poteaux composites. Le choix qu'on a fait, c'est que notre fournisseur français sur le sujet a développé et a déposé des brevets qui permettent que l'ensemble de la matière qui est utilisée pour fabriquer un poteau composite est entièrement recyclable et réutilisable pour refaire des poteaux composites. Donc ça, c'est un premier critère de choix. Et après, le pari qu'on veut faire et qu'on est en train de construire avec cet industriel, c'est que quand on est amené à démonter des poteaux, et donc on en démonte pour plusieurs raisons. Alors assez régulièrement quand il y a un camion qui est rentré dedans, donc il faut faire quelque chose. Mais souvent aussi parce qu'il y a des opérations de voirie où on enterre le réseau et donc du coup le poteau n'est plus nécessaire. Donc on démonte des poteaux. Et donc le choix qu'on est en train de faire et de construire, c'est d'avoir une supply chain qui évidemment récupère ces poteaux, ça il n'y a pas d'ambiguïté, mais les ramène à cet industriel. Cet industriel va faire un certain nombre d'opérations de tests et de vérifier ceux qui peuvent être réutilisés, réemployés, réparés, je ne sais pas si le bon terme est adapté aux poteaux, parce que ça va surtout être des tests de résistance, et puis après reconditionnés et renvoyés dans le circuit pour Orange, et ceux qui ne supportent pas ces tests, eh bien on va réutiliser leur matière pour refaire de nouveaux poteaux sur le même lieu logistique. Donc je considère que ce sont des exemples qui nous font progresser tous les jours. Alors avec 15 000 références, quand on les prend une par une, bon il y en a 12 ou 15 sur les poteaux, mais quand on les prend une par une, c'est un gros boulot. Mais en tout cas, c'est l'idée de ce qu'on veut amener dans la durée. Donc on voit que sur des sujets qui peuvent être surprenants comme des poteaux, il y a aussi toutes ces réflexions de circularité.
au-delà des box qu'on connaît et les Minitel dont vous avez parlé tout à l'heure pour ceux qui s'en souviennent. Christina, une petite dernière question. Selon vous, quelles sont les conditions indispensables justement pour réellement changer d'échelle et passer à des modèles circulaires? Est-ce que c'est la réglementation, la viabilité économique des acteurs ou encore l'engagement des entreprises et des consommateurs qui va faire que ça va devenir un succès? C'est mon question préférée. Je dirais que responsabilité de tous les acteurs, c'est la clé que supply chain circulaire se met en place. Avant tout, on a l'État qui motive les entreprises avec les régulations de faire le changement. Ensuite, nous avons les entreprises qui s'adaptent aux réalités aujourd'hui, soit réglementaires, soit économiques, soit écologiques. Et ici, je voudrais inviter les entreprises de trouver la productivité, le nouveau modèle économique et de productivité dans la réutilisation de produits. Je trouve qu'il y a vraiment le business derrière, comme on voit avec Vinted, par exemple, et les autres acteurs qui font le business model sur la réutilisation. Et ensuite, par exemple, chez nous, on a des formations, par exemple dans le conseil, on a des formations obligatoires sur la supply chain responsable. Et c'est exigé de la part, par exemple, de certaines boîtes de conseiller les clients dans tous les projets comment faire le projet plus responsable, soit éco-responsable, soit dans le cadre d'économie supply chain circulaire. Et le troisième acteur, du coup, on a État 1, 2, les différentes entreprises. Et le troisième acteur, c'est certainement consommateur. Parce que c'est consommateur, à la fin, qui va décider qu'est-ce qu'il va consommer. Est-ce qu'il va regarder tout ce qui est... tout ce qui sont étiquettes, tout ce qui est derrière des produits. Par exemple, aujourd'hui, on a Yuka qui nous permet de scanner des différents produits et de nous renseigner effectivement sur qu'est-ce qu'on consomme, qu'est-ce qu'on utilise, etc., etc. On a par exemple Zalando, ils ont mis en place un système de tracer les origines de différents produits qu'on achète. Donc, on a beaucoup d'exemples qui sont mis en place, mais au final, c'est la responsabilité de tous les acteurs. Donc, ce qu'on entend, c'est qu'en tant que consommateur, on a un pouvoir magique avec, bien sûr, notre carte bleue et nos choix. Et ça, je pense que c'est un message assez fort. Mais en effet, l'État, les entreprises ont aussi leur part de responsabilité. Je vous propose, est-ce qu'il y a une question dans le public pour... Est-ce qu'on a une petite question? Non? Bon, de toute façon, les intervenants sont là encore en fin de session, avant de faire une petite pause déjeuner, bien sûr. J'aimerais conclure cette table ronde avec une petite dernière question à tous les trois. Puisqu'on a appris que le World Economy Forum disait que la supply chain de 2030 allait être circulaire, ce que vous nous avez dit, Sidonie, dans 5 ans, à quoi ressemblera cette supply chain d'après vous quand elle sera vraiment adaptée à cette économie circulaire? Qui veut commencer? Je peux commencer. Je vais peut-être vous décevoir, je ne peux pas vous apporter une réponse figée. C'est une supply chain qui va se simuler. La question aujourd'hui, c'est de savoir comment on va naviguer l'incertitude de notre modèle économique et en utilisant les jumeaux numériques qui pourront nous apporter des réponses possibles dans un univers qui s'ouvre à nous. C'est aller chercher sur une base d'indicateurs circulaires solides quelles sont les performances en fonction de notre modèle, de notre entreprise. Et c'est grâce aux travaux notamment de l'ADEME, de France Supply Chain, du CRETLOG et des étudiants de Polytech Marseille qu'on voit qu'il se crée des dynamiques. Et je vous invite tous à regarder ce qui se fait autour de vous et à vous interroger sur quelles sont les boucles de circularité qui pourraient correspondre à votre modèle économique. Parce qu'aujourd'hui, la supply chain, on en a tous une dans notre entreprise et on peut tous lui apporter quelques ajouts complémentaires. Et celle de demain, c'est celle qui saura
être résiliente dans notre modèle qui est bien incertain, surtout dans le contexte actuel. Merci. Lionel, à quoi elle ressemble votre supply chain dans 5 ans? Alors, je vais être là très d'accord avec Sidonie, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est qu'elle est immanquablement toujours plus circulaire. Et pour ça, ce que je retiens en tout cas de l'expérience d'Orange, c'est que il faut avancer pas par pas. Alors j'ai bien conscience que pour Michelin, quand c'est une révolution et qu'on change complètement son modèle commercial, son modèle industriel, c'est plus compliqué. Mais pour un modèle comme Orange, je pense que l'histoire des poteaux dont je vous ai parlé tout à l'heure ne serait jamais arrivée si on n'avait pas commencé par les Minitel, puis le box, puis les mobiles, puis les cartes réseau, puis un certain nombre de choses qu'on franchit au pas le pas et qu'on essaye de rendre le plus pertinent. Et aujourd'hui, si la question des poteaux, moi, me semble évidente, par l'expérience qu'on s'est fait avant, c'est par l'expérience qu'on s'est fait avant. Et donc, je ne peux qu'inviter tout le monde à rendre rapidement un peu plus circulaire son économie et sa supply pour aller au plus loin possible dans son modèle à la cible. Donc, osez. À vous, Christina. C'est quoi votre supply chain dans 5 ans? Alors, les grandes prédictions de supply chain en 5 ans, je dirais que c'est un supply chain agile. Agile en face avec toutes les imprévisibilités qu'on a au monde aujourd'hui. Le supply chain, pour être circulaire, mais en général aussi, il doit être adaptable, ne pas être lié aux simples sources de produits, etc., etc. Donc, une supply chain qui sait s'adapter au temps qui change beaucoup, comme on le voit aujourd'hui. Et je dirais que ce sera une supply chain digitalisée et avec grande influence de IA. Ça, c'est ma vision de supply chain circulaire dans 5 ans. Ok, merci. Donc on a compris, on n'a pas de boule de cristal, mais en tout cas, on voit que la traçabilité, les jumeaux numériques, l'IA, la data et une certaine agilité sont des clés du succès. En tout cas, comme vous disiez, Lionel, il faut qu'elle soit de plus en plus circulaire et elle sera sûrement de plus en plus circulaire. En conclusion de cette table ronde, je dirais qu'il y a 3 idées fortes qui ressortent finalement de ce que vous avez expliqué et partagé avec nous. La première, c'est que la supply chain n'est pas qu'une simple adaptation de l'existant, mais que ça nécessite une transformation complète. On l'a vu, vous nous avez donné des exemples, Sidonie, Lionel aussi avec Orange, que cette transformation, elle est très concrète. On a besoin de nouveaux outils, vous en avez parlé, Christina, on a besoin de traçabilité, de chiffres clés, vous en avez parlé aussi, Sidonie, et c'est pour et par tous. Donc ça veut dire que chaque acteur doit être intégré dans cette transformation, et vous nous avez donné de bons exemples. Et enfin, les solutions existent, c'est la 3e idée forte. Certains ont déjà fait ce chemin, vous en avez déjà fait un petit bout de chemin, et on voit que vous faites encore plus. Donc merci beaucoup pour ça. Donc j'imagine que la supply chain, dans 5 ans, sera en effet de plus en plus circulaire, et on espère en tout cas avoir plus de durabilité sur ce maillon de la chaîne. Merci à vous. Merci beaucoup pour cette intervention. Merci au public. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, on est là. Bon appétit. Listen. Oh, we're riding high, wild and free, dancing in the shadows, you and me. Feel the heat rise like a fever pitch. One of these days I'll flick the switch. Got that rhythm when the sparks will glow. Time moves fast and we need to go slow down and sink again. Listen.